Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Au vu des notions de nom, d'adresse et de route introduites dans le clip précédent et des différences de validité spatio-temporelle qui peuvent les qualifier, nous sommes maintenant en mesure d'esquisser le fonctionnement des systèmes de fichiers hiérarchiques dans le présent clip et des bases de données relationnelles dans le clip suivant. Pour brosser une esquisse du fonctionnement des systèmes de fichiers hiérarchiques, il est utile de prendre un exemple concret d'application. Pour l'examen du cours ICC, Marc Muller doit répondre à un questionnaire en ligne. Pour ce faire, il commence par lancer le logiciel didactique Moodle en cliquant sur un icône ou un lien correspondant. Il ouvre ensuite le questionnaire en cliquant sur ces pages les unes après les autres et répond aux questions en remplissant les champs prévus à cet effet. Enfin, quand il a terminé, il sauve ses réponses avant de quitter le logiciel. Que se passe-t-il pendant tout ce temps dans l'ordinateur? Le système importe et lance le logiciel Moodle. Moodle demande ensuite d'importer le questionnaire ICC. Moodle demande enfin de sauver les réponses de Marc en les exportant sur une mémoire morte. Question: comment l'ordinateur retrouve-t-il le logiciel Moodle en mémoire secondaire? Comment Moodle retrouve-t-il le questionnaire ICC en mémoire secondaire? Et où Moodle peut-il stocker les réponses de Marc en mémoire secondaire? Les réponses à ces trois questions sont, primo, que l'ordinateur recherche dans le catalogue des programmes un fichier appelé Moodle. L'ordinateur recherche ensuite dans le catalogue des données du cours ICC un fichier appelé examen et l'ordinateur sauve enfin les réponses de Marc Muller dans un fichier portant son nom qu'il dépose dans le catalogue des réponses à l'examen. Mais comment l'ordinateur s'y retrouve-t-il dans tous ces fichiers? Il sait que tous les programmes se trouvent toujours dans le répertoire Programme et il cherche donc le fichier Programme Moodle. Moodle sait ensuite que ses propres données se trouvent dans son répertoire Données Moodle et il cherche donc le cours ICC puis le fichier Examen. Enfin, Moodle sait qu'il doit stocker les réponses de Marc Muller dans un fichier appelé mmuller sous le répertoire Réponses. Comment Marc Muller et Moodle peuvent-ils diriger le système de fichiers vers les fichiers désirés? Ils peuvent le faire en utilisant ce qu'on appelle des noms d'arbres universels, path names en anglais, tels que par exemple programme Moodle, données Moodle ICC examen ou données Moodle ICC réponse mmuller. Ils peuvent aussi le faire en utilisant des noms locaux tels que Moodle, examen et mmuller. La traduction entre noms locaux et noms universels s'opère grâce à la notion de répertoire de référence. Tout programme peut à tout instant changer son répertoire de référence et désigner ainsi tout fichier par un nom local à ce catalogue de référence. L'extension d'un nom local à un nom universel équivalent se fait en ajoutant ce nom local comme suffixe au nom du répertoire de référence. Si le répertoire de référence est appelé données Moodle ICC réponse et le nom d'un fichier de réponse local y est XYZ, le nom universel de ce même fichier de réponse est données Moodle ICC réponse XYZ. Ceci dit, les systèmes de fichiers hiérarchiques acceptent aussi la navigation relative à d'autres catalogues ou répertoires de référence. Marc Muller pourrait par exemple disposer de son propre répertoire de référence appelé Marc sous le répertoire Données et faire référence à ses réponses sous ... Moodle ICC réponse mmuller. La notation ... navigue du répertoire de référence courant à son parent. Les systèmes de fichiers autorisent aussi le maillage. Au
lieu de devoir toujours faire référence à ces réponses sous le nom Moodle ICC réponse M Muller, Marc pourrait définir un nom local à son répertoire, mes réponses, comme lien direct à Moodle ICC réponse M Muller. Ce genre de maillage n'est cependant pas sans risque. La suppression ou le déménagement de M Muller laisserait le lien mes réponses ballant. Le système de fichiers d'un ordinateur peut aussi s'étaler sur plusieurs disques. Dans ce cas, on peut distinguer les fichiers sur ces différents disques en préfixant leur nom d'une lettre désignant le disque correspondant. Par exemple, C2. Données Moodle ICC réponse M Muller et D2. Données Moodle ICC réponse M Muller pourraient désigner deux fichiers complètement différents sur deux disques physiquement différents. Inversement, on peut aussi définir plusieurs systèmes de fichiers séparés, en quelque sorte des disques virtuels, sur un même disque physique et leur faire référence de la même manière. Ainsi, C2. Données Moodle ICC réponse M Muller et E2. Données Moodle ICC réponse M Muller pourraient désigner deux fichiers complètement différents dans deux partitions différentes de disques virtuels différents sur le même disque physique. Les mêmes systèmes de fichiers hiérarchiques peuvent se retrouver bien entendu aussi sur la plupart des mémoires mortes telles que CD et DVD de données, stick USB, carte flash, etc. De cette façon, F2. Données Moodle ICC réponse M Muller peut désigner un fichier sur un stick USB portant la lettre F. Alternativement, de telles mémoires mortes portables peuvent être ce qu'on appelle montées sous un sous-répertoire, par exemple MNT, du système de fichiers principal. De cette façon, D2. MNT SDA, données Moodle ICC réponse M Muller, peut désigner le même fichier sur le stick USB que dans le cas précédent, mais le stick est cette fois accroché sous le disque D comme un sous-catalogue appelé SDA au lieu de constituer un disque séparé à lui seul. La liste ci-contre ne présente aucun intérêt théorique, mais donne une idée du langage de commande d'un système de fichiers typique, dans le cas présent celui des ordinateurs de type Unix ou Linux. Les ordinateurs Windows obéissent à des commandes un peu différentes du point de vue syntactique, mais tout à fait équivalentes sur le plan sémantique. La première colonne à gauche indique le nom des commandes, c'est-à-dire le nom des programmes à exécuter pour effectuer ces commandes. Les deuxième et troisième colonnes au centre indiquent les paramètres à fournir à ces commandes. La dernière colonne à droite explique l'effet de la commande sur le système de fichiers. Ainsi, par exemple, mkdir suivi d'un nom crée un répertoire sous le nom donné. rmdir suivi d'un nom supprime le répertoire portant le nom donné. cd suivi d'un nom change de répertoire de référence vers un nouveau répertoire de référence de nom donné. ls suivi d'un nom affiche le contenu du répertoire portant ce nom. cp suivi d'un nom de fichier 1 et d'un nom de fichier 2, copie le premier fichier dans le second. MV, suivi de deux noms de fichier, renomme le premier nom en le second. Par contre, MV, suivi d'un nom de fichier et d'un nom de répertoire, déplace un fichier vers le répertoire donné. RM, suivi du nom de fichier, supprime ce fichier. LN, suivi d'un nom de fichier et d'un nom de lien, crée un lien symbolique de nom donné vers un fichier donné. Dans toutes les commandes qui précèdent, tous les noms peuvent être énoncés sous forme locale, relative ou universelle. Pour information, un astérisque dans un nom de fichier désigne toujours tous les noms, c'est-à-dire n'importe lequel de ceux existants dans le catalogue visé. Tout ce qui précède n'a parlé que de noms. Or, pour retrouver un fichier sur un disque, l'ordinateur doit connaître son adresse. Alors comment l'ordinateur retrouve-t-il l'adresse de stockage d'un fichier sur un disque à partir du nom de ce fichier que lui fournit l'utilisateur au travers de ses commandes et de ses programmes? En fait, chaque répertoire contient toujours les adresses de stockage sur disque de tous ses descendants, répertoires et fichiers.
Nous avons vu dans les clips précédents que les supports de mémoire morte étaient divisés en zones de données et zones de métadonnées. Nous avons aussi vu antérieurement que le mouvement des données entre mémoire morte et mémoire vive se faisait non pas par bloc de quelques octets, mais par page de quelques milliers d'octets. La zone de données est donc divisée en pages qui peuvent être transférées vers ou de la mémoire centrale. La zone de métadonnées contient la hiérarchie des catalogues. Chaque catalogue contient la liste des noms et adresses de ses sous-catalogues, eux aussi stockés dans la zone de métadonnées. Les catalogues qui regroupent des fichiers enregistrent pour chaque fichier une liste des adresses des pages qui appartiennent à ces fichiers. On voit ici dans la zone de métadonnées à gauche de la figure un exemple de la liste des 4 pages d'un fichier qui pourrait en contenir 5, avec pour chaque page son adresse dans la zone des données. La structure de la mémoire centrale reflète en fait celle des disques, avec zone de page et zone de catalogue. Quand les commandes et les programmes d'un utilisateur dictent au système de fichiers de charger un fichier donné, l'ordinateur charge en fait la liste des pages de ce fichier ou de ce catalogue du disque vers la mémoire centrale. C'est ce qu'on appelle ouvrir le fichier ou le catalogue. Quand le programme en exécution fait sa première référence à la première page du fichier ainsi ouvert, il va évidemment trouver que l'adresse de cette première page est une adresse sur disque. Cette constatation déclenche ce qu'on appelle le défaut de page, par analogie au défaut de cache discuté antérieurement, qui à son tour déclenche le chargement de ladite page et la mise à jour de son adresse en mémoire. Le programme peut alors reprendre le cours de son exécution. On voit dans l'exemple ci-contre que seules 3 des 4 pages du fichier sont en mémoire. La page 2 n'a soit pas été chargée ou alors plus été référencée depuis longtemps, de telle sorte que l'algorithme LRU gérant la mémoire l'a rejetée sur disque.